on a quelque part tous le droit de faire une crise d'épilepsie, au moins une, et on s'arrête là. Et que si on ne prend pas en charge, il y en aura de plus en plus, et à chaque crise, on abîme un peu plus le cerveau. La zone d'épilepsie va grandir, et ça, on sait que 10 ans, 20 ans plus tard, on peut déclencher une épilepsie. À partir du moment où il y a de l'électricité dans un cerveau, il y a un risque d'épilepsie. Alors après, ça peut être des oublis de choses nouvelles, mais ça peut être des oublis d'une partie de sa vie. Certains traitements vont aggraver des épilepsies, il faut bien l'avoir en tête. Maurice Dufournet, docteur, bonjour. Bonjour. Ça va? Très bien, merci. Vous avez peut-être fait une crise d'épilepsie sans le savoir, et c'est la grande question. Comment on peut avoir quelque chose sans le savoir? Alors c'est assez fréquent en neurologie. L'épilepsie, en fait, on pense souvent à la grande crise généralisée dont on pourra reparler sur les signes d'épilepsie et quand penser à une épilepsie. Mais il y a plein d'autres formes parce que l'épilepsie, elle n'est pas forcément généralisée comme on dit, mais elle peut être assez focale. Et donc du coup, si c'est une petite zone du cerveau, ça va entraîner des symptômes très différents sur lesquels on pourra revenir. Par exemple, des troubles de la mémoire, des crises d'angoisse, certaines formes de dépression bizarres. Voilà. Bon, le maître mot, c'est que c'est des choses stéréotypées, c'est-à-dire c'est des symptômes qui se répètent à peu près à l'identique dans le temps, ça doit alerter. Mais ça peut être des symptômes extrêmement bizarres ou en tout cas anodins et on n'y pense pas forcément, alors que c'est une maladie très très fréquente. Alors, Quand on parle d'épilepsie, c'est une maladie. Oui, alors on différencie, c'est vrai, en neurologie la crise d'épilepsie et l'épilepsie comme maladie. C'est-à-dire que on a quelque part tous le droit de faire une crise d'épilepsie, au moins une, et on s'arrête là. Par contre, si on fait à partir de 2 crises, et que ces 2 crises sont espacées d'au moins 24 heures, c'est une convention, et qu'il n'y a pas de facteur déclenchant, comme par exemple un alcoolisme aigu, dont on sait que ça crée de l'épilepsie. S'il n'y a pas ça, alors là, on va dire effectivement 2 crises à plus de 24 heures sans facteur déclenchant. Ça, Oui, ça devient chronique. Exact. C'est-à-dire qu'il y aura d'autres crises, et que si on ne prend pas en charge, il y en aura de plus en plus, et à chaque crise, on abîme un peu plus le cerveau, ce qui fait qu'à la fin, la zone d'épilepsie va grandir, les épilepsies seront de plus en plus résistantes au traitement également et le handicap sera encore plus important. Mais il y a des traitements là. Alors, il y a des traitements. Moi, je vous le dis parce que moi, je connais une personne qui a de l'épilepsie, elle prend des médicaments et normalement, il n'y a pas de problème, sauf si elle s'énerve beaucoup. Oui, alors je pense que c'est... Je vous parle d'une prof. Effectivement, le fait de ne pas trop s'énerver, c'est important et ça renvoie sur des mesures d'hygiène de vie, de style de vie comme le mindfulness dont parlait ma femme régulièrement à votre antenne. Mais pas seulement, il y a aussi le fait que quand même environ un tiers des patients sous traitement ne sont pas stabilisés par les médicaments. Donc ça c'est très important, c'est ce qu'on appelle les épilepsies pharmacorésistantes. C'est au moins 30%, peut-être un peu plus, peut-être 40%. Donc ça, c'est un point extrêmement important. Deuxièmement, les médicaments ont beaucoup d'effets secondaires. Et dans ces effets secondaires, il y a la prise de poids, des troubles métaboliques avec un risque cardiovasculaire très augmenté. Et en plus, chez la jeune femme, ça pose beaucoup de problèmes lorsqu'elle veut enfanter. Pour la grossesse, il y a un risque malformatif parfois important. C'est héréditaire en plus. Alors, ça peut être héréditaire. Il y a des formes familiales. Les formes génétiques pures, souvent, elles se déclarent dans l'enfance, même dans la prime enfance. Ce sont des épilepsies souvent très sévères qui surviennent dès l'âge de, on va dire 6 mois, 1 an, parfois 2 ans de vie. Donc c'est très très tôt. Et ça va bloquer les apprentissages et parfois même on a un retour en arrière sur les apprentissages. Parfois ce sont simplement des absences, ça peut aller plus loin et donc ces crises-là sont volontiers génétiques. Ça arrive comment? Le trouble, il est où? Au niveau génétique, alors d'une façon générale, on va dire que ce qui fait l'épilepsie, c'est un jeu avec 2 acteurs. Le premier, c'est le chef d'orchestre. On a des cellules nerveuses qui ont pour rôle d'inhiber. Et en fait, le cerveau, c'est un orchestre qui ne peut pas fonctionner en même temps. Sinon, c'est la cacophonie. Cette cacophonie, en neurologie, on l'appelle l'épilepsie. Donc, il y a un chef d'orchestre qui va avoir, pour le coup, au niveau neurologique, surtout un rôle de bloquer certaines zones pour que d'autres puissent s'exprimer. S'exprimer, c'est par de l'électricité, entre autres. Donc, pour pas qu'il y ait de court-circuit, il faut pouvoir bloquer certaines zones pour que certaines puissent fonctionner. Deuxièmement, en dehors de cet aspect-là, il y a aussi la résistance à l'épilepsie. C'est-à-dire que cet embrasement électrique, ce court-circuit, eh bien, on peut être plus ou moins sensible à ça. Et ça, c'est comme, vous imaginez un port avec des vagues, les vagues étant l'épilepsie, eh bien, vous résistez à ces vagues avec une digue.
Sauf que la digue dans le cerveau, elle a une hauteur qui varie en permanence. Et donc, si vous dormez mal, la digue est plus faible. Vous êtes plus à risque. Si vous consommez de l'alcool à un moment donné, hop, pendant ce temps-là, la digue est plus basse aussi. Donc, c'est ce qu'on appelle le seuil épileptogène, c'est-à-dire le seuil à partir duquel on peut déclencher naturellement une épilepsie. Et donc, ça, c'est important. Et du coup, chez l'enfant, on est plutôt dans un dysfonctionnement vraiment électrique. C'est-à-dire que les cellules nerveuses fonctionnent avec des molécules chimiques, adrénaline, noradrénaline, etc., sérotonine, qu'on utilise pour traiter plein de choses, mais aussi de façon électrique. Et cette électricité, elle est permise par des courants électriques locaux, et on peut jouer sur ces courants électriques. Et effectivement, chez l'enfant, c'est très souvent un problème, entre guillemets, de courant électrique dans les cellules nerveuses, et les médicaments vont avoir justement pour rôle d'aller bloquer un peu l'excitation de ces cellules au niveau du courant électrique. Et on n'est pas tellement dans le métabolisme. Chez l'adulte, c'est assez différent. En général, alors, je ne parle pas forcément des épilepsies qu'on développe suite à un AVC, un ictus, suite à un traumatisme crânien sévère, suite à une maladie neurodégénérative. Bon, ça c'est autre chose. Parce qu'on peut avoir l'épilepsie à partir des 30 ans ou des 40 ans. Et... Le pic de fréquence, on va dire, c'est avant 20 ans, c'est 50% des cas. Et c'est les 30 dernières années de la vie. Mais entre-temps, entre on va dire 30 et 50 ans aussi, c'est là où on en a le moins, mais quand même on en a, et notamment des épilepsies un peu atypiques, des symptômes psychologiques ou psychiatriques, des symptômes de troubles de la mémoire, si ça touche des zones de la mémoire. Et d'ailleurs, c'est les plus difficiles à diagnostiquer. Et d'ailleurs, certaines d'entre elles sont générées par des traumatismes psychologiques, comme des viols, dans l'enfance. Et ça, on sait que 10 ans, 20 ans plus tard, on peut déclencher une épilepsie qui va toucher les zones, ces zones de la mémoire qui sont très liées à ce qu'on appelle l'amygdale, qui est une zone de la peur, mais qui est très développée dans les stress post-traumatiques, par exemple. Et on peut montrer que certaines personnes peuvent développer ce genre d'épilepsie. Et en plus, elles sont difficiles à diagnostiquer avec l'électroencéphalogramme parce qu'on est dans des zones à l'intérieur du cerveau. Et contrairement à l'électrocardiogramme, eh bien, déjà, il y a l'os, avec tout le côté isolant électrique. Et en plus, on est à l'intérieur. Donc, c'est très difficile à détecter. C'est important d'avoir un diagnostic pour les gosses, surtout très, très jeunes. Oui, quel que soit l'âge, en fait. Parce que le problème, c'est que l'épilepsie, si elle n'est pas prise en charge rapidement, c'est un peu comme un incendie qui survient par phase. Et donc, en fait, ça va se propager en tache d'huile. Donc, vous partez d'une petite zone qui ne fonctionne pas bien, une zone épileptique, qui va devenir de plus en plus large et, entre guillemets, c'est pas tout à fait vrai, hein, mais à chaque crise, on va griller des neurones. Et donc, plus on en grille, plus l'épilepsie est sévère, plus elle est résistante et plus elle est large. Et si on va très très loin, docteur Dufournet, c'est quoi le pire qui peut vous arriver? Alors, l'épilepsie... On peut arriver à la mort? Oui, bien sûr, tout à fait. Pour deux raisons principales. La première, c'est une raison cardiaque. C'est-à-dire qu'on voit souvent le cœur comme un organe autonome, etc. Ce n'est pas tout à fait vrai. Le cœur, il est branché par le cerveau. Hein. Et d'ailleurs, dans certaines situations, dont l'épilepsie, lorsqu'on va stimuler certaines zones du cerveau qui agissent directement sur le cœur, on peut arrêter un cœur. Et c'est ce qu'on appelle les morts soudaines, les SUDEP en anglais. Donc c'est des morts subites, inattendues chez le patient épileptique. Heureusement, c'est très rare, mais ça existe. Deuxièmement, il y a aussi, au niveau de la mortalité, les accidents. Exemple, je fais de la plongée seul ou je vais nager seul. Je suis épileptique. Pourtant, j'ai un traitement, mais je l'ai peut-être oublié ou le traitement n'est pas parfait. On disait qu'un tiers des patients ne répondent pas parfaitement au traitement. Hein, c'est énorme. Au moins un tiers. Et bien, si j'ai quelqu'un à côté, pas de problème. Si je suis tout seul, je me noie. En voiture, c'est pareil. Sauf qu'en voiture, en plus, je peux blesser, voire même mortellement blesser, un conducteur qui arrive en face. Donc ça, c'est les problèmes. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est la seule maladie neurologique où il y a un cadre réglementaire aussi strict au niveau de la loi par rapport à la conduite. Voilà. Ça, c'est donc si vous avez de l'épilepsie, normalement, vous ne pouvez pas conduire. Pendant au moins 12 mois. Alors après, chaque pays a ses nuances, mais le principe général en Europe, c'est 12 mois d'interdiction de conduite, pendant un suivi avec un neurologue, un traitement bien pris, bien conduit, et derrière, s'il n'y a pas eu de nouvelles crises, là on dit que la personne fait partie des 2 tiers, c'est-à-dire des stabilisés par le médicament. Et dans ce cas-là, elle peut à nouveau conduire. Parce que quand on parle, docteur, d'épilepsie, on ne parle pas que d'une maladie des humains. Parce que sur les animaux aussi. Moi, j'ai eu un chien qui avait de l'épilepsie. Et moi aussi.
Et d'ailleurs, c'est spectaculaire. Parce que ce sont souvent des crises généralisées tonico-cloniques. C'est-à-dire, ce n'est pas les crises focales dont je parlais là. Ce sont des crises d'emblée ou secondairement qui vont prendre tout le cerveau. Et donc, il y a ces mouvements, ces raideurs, ces mouvements cloniques, avec perte de conscience, avec aussi un blocage respiratoire. Et à la fin, une reprise respiratoire qui est comme ça, qui fait peur. Ils ont l'impression que les gens vont mourir. Non, en fait, là, ils reprennent leur inspiration. Et donc, ça arrive chez les animaux, bien sûr, parce que, comme je vous le disais, dès qu'il y a un cerveau, il y a un risque d'épilepsie pour les raisons que je vous détaillais tout à l'heure, avec ce côté chef d'orchestre et le côté digue de résistance, donc de seuil épileptogène. À partir du moment où il y a de l'électricité dans un cerveau, il y a un risque d'épilepsie. Quand vous avez proposé le thème pour aujourd'hui, vous avez peut-être fait une crise d'épilepsie sans le savoir. C'est parce qu'il s'agit d'épilepsie sans convulsion. Exactement. Et la plupart des épilepsies sont sans convulsion. Et les épilepsies, regardez, en fait, c'est très fréquent. Si on prend en Andorre et qu'on utilise les incidences espagnoles et françaises, on estime que pour la population d'Andorre, j'ai fait un peu le calcul, là, on est entre 50 et 100 nouveaux cas chaque année. Et là, actuellement, on tourne à peu près, probablement, à 1000 personnes qui ont une épilepsie en Andorre. Bon, c'est quand même beaucoup pour une maladie qui est censée être rare. Et en l'occurrence, ces gens-là, dans la plupart des cas, ils vont avoir donc des symptômes de type des oublis, des troubles de mémoire. Alors après, ça peut être des oublis de choses nouvelles, mais ça peut être des oublis d'une partie de sa vie. Très classique dans ce que je vous disais tout à l'heure sur les traumatismes dans l'enfance qui génèrent des décennies plus tard une épilepsie temporale interne. Ça peut être aussi des sensations de déjà-vu, déjà vécu. Le fameux rêve prémonitoire, mais a posteriori. Ah oui, non, mais ça, je connais cet endroit. Alors on peut en avoir rêvé, mais souvent en réalité, c'est un déjà-vu, déjà vécu. C'est pas forcément toujours épileptique, attention. Mais j'espère. Non, c'est des zones en fait de la familiarité dans le cerveau. Et elles peuvent être stimulées pour différentes raisons. Et d'ailleurs, c'est des zones qui ont un intérêt. Vous êtes dans la rue, on dit « Ah, je connais cette personne ». Oui, ça vous évite de toujours vous rappeler de l'intégralité de l'événement. C'est une mesure de mémoire, de reconnaissance qui possède une économie d'énergie, qui permet de faire une économie d'énergie. Mais elle peut être stimulée par l'épilepsie. Voilà. Donc, il y a ça. Il y a des rêves, certains rêves éveillés aussi qui peuvent être de nature épileptique. Il y a des symptômes psychiatriques, crise d'angoisse, certaines dépressions. Donc, en fait, c'est très J'ai vu que la personne perd contact avec son entourage pendant quelques secondes. Son regard est dans le vague. Il peut cligner les paupières. Et ça peut se répéter plusieurs fois par jour ou même par heure. Tout à fait. Alors, dans les formes les plus sévères. Et là, dans ce cas, c'est embêtant parce que ça veut dire que le foyer épileptique est extrêmement actif et il faut vraiment éteindre cet incendie. Exemple, ce qu'on appelle les absences, mais pas au sens neurologique, au sens du langage de tous les jours. Quelqu'un à table, typiquement en train de manger, le regard se fige. Il peut y avoir des mâchonnements dans certaines épilepsies, plus de clignement de paupières en général. Et la personne revient. Et on dit « Ah, il a eu une absence ». Voilà. Mais c'est une absence au sens commun. Et donc ça fait typiquement penser à certaines crises, notamment du lobe temporal. Oui, tout à fait. Il nous reste 2 minutes, docteur. Aux gens qui nous écoutent, quelles précautions on peut prendre un peu ici? Alors, l'épilepsie, donc si on ne parle pas de l'aspect purement génétique de l'enfant... Ça arrive, mais ça ne avertit pas. Exactement. Alors, en fait, il faut savoir qu'il y a des situations qui peuvent être à risque d'épilepsie. Exemple, un ictus, tout type d'AVC, on sait qu'il y a à peu près 25% des gens qui, un jour, vont faire une épilepsie là-dessus. Donc, c'est une souffrance du cerveau. Toute souffrance du cerveau peut entraîner ça. Donc, il faut être peut-être un peu plus vigilant. Ça ne veut pas dire qu'il faille prendre un traitement d'emblée. Deuxièmement, ça veut dire prendre soin de soi, parce qu'on a vu que les traitements, c'était les médicaments, mais beaucoup d'effets secondaires et souvent que partiellement efficace, voire pas du tout. Troisièmement, il y a d'autres mesures dont on pourrait reparler un jour, intéressantes, de stimulation du nerf vague. Avec le nerf vague, vous savez, passe derrière, près de l'œsophage, là. Et donc, on peut le stimuler avec une petite pile. Mais il y a le mindfulness dont on parlait tout à l'heure, qui est une façon aussi de stimuler le nerf vague. Mais il y a aussi des mesures intéressantes qui sont connues depuis longtemps. Vous savez, Hippocrate, dans l'Antiquité, avait décrit les épilepsies. Il les traitait en jeûnant, avec le jeûne. Et aujourd'hui, on sait que dans le jeûne, c'est justement la cétogénèse, je vous parle souvent du régime cétogène, un régime cétogène bien formulé, qui permet de diminuer les taux d'insuline, etc., et permet aux cellules cérébrales de retrouver un bon métabolisme. Et ça, c'est très important, parce que le seuil de résistance à l'épilepsie, ce seuil épileptogène, il est en grande partie déterminé par le niveau de métabolisme, de bon métabolisme de vos neurones. Et ce niveau de métabolisme, il est déterminé par l'alimentation, bien sûr, mais aussi par des mesures d'hygiène de vie, le sommeil très important. Le repos. Donc le repos,
Et on sait très bien que s'il y a une carence de sommeil, on est beaucoup plus à risque de faire de l'épilepsie. Le sport, donc on parlait du mindfulness, voilà, toute cette hygiène de vie dont l'alimentation et le régime cétogène est utilisé depuis 1920. 1920, on dit que c'est nouveau, c'est pas nouveau du tout. Ça a été créé par un neurologue à la Mayo Clinic en 1920 et quelqu'un qui faisait aussi de l'endocrinologie pour les diabètes. Donc c'est un régime qui a été créé pour mimer l'effet du jeûne sans jeûner. Donc on mange beaucoup de gras, pas de sucre et moyennement de protéines. On l'utilise en neurologie depuis 1920, donc c'est archi connu. Et là, on rentre dans quelque chose d'intéressant à la fois dans le traitement et dans la prévention, qui est la neurologie métabolique. Et donc cet aspect de la neurologie, cette partie de la neurologie, qui permet justement de voir un peu tout ce qui se passe dans le quotidien par un interrogatoire, mais aussi derrière de faire un bilan sanguin, qui est souvent un très gros bilan sanguin, pour aller voir de façon très fine au niveau métabolique quelles sont les anomalies métaboliques, carences en certaines vitamines, minéraux, etc., qui derrière vont faire souffrir les neurones, qui derrière vont abaisser leur seuil épileptogène et déclencher de l'épilepsie. Donc ça, c'est très important. On est dans une médecine personnalisée, absolument personnalisée, parce que le profil métabolique, le vôtre, le mien, n'est pas le même. Et donc, on va intervenir sur le profil métabolique. Et aujourd'hui, c'est une des prises en charge à la fois les plus efficaces, mais aussi les plus intéressantes, parce qu'en plus, elles permettent, en améliorant ce métabolisme, de jouer et d'améliorer des maladies neurodégénératives dont on avait parlé dans des interventions précédentes. Pour en finir, docteur, quand vous dites qu'il y a des effets secondaires des médicaments, c'est surtout sur le foie? Alors, comme d'habitude, vous êtes bien renseigné. Effectivement, le foie, exact, hein, c'est un gros problème. Alors, ça dépend des gens. C'est très variable et on surveille. Une grosse prise de poids qui elle-même va entraîner une stéatose hépatique, insulino-résistance, prédiabète, diabète. Ça, il y a des médicaments qui vous font prendre facilement 20 kilos, hein, le valproate et dérivés par exemple. Par ailleurs, il y a aussi une mauvaise tolérance parfois neurologique. C'est-à-dire que parmi les effets secondaires classiques, il y a pour certains traitements le fait de majorer une impulsivité. Moi, j'ai connu comme ça un patient qui a failli tuer sa femme. Bon, c'était quelqu'un d'un peu agressif à la base, mais le traitement l'a fait complètement décompenser de ce côté-là. Par ailleurs, ça peut créer ou majorer des dépressions chez quelqu'un qui a des symptômes psychiatriques. On a vu qu'il y avait un lien direct. Les symptômes psychiatriques peuvent être des symptômes de nature épileptique. Et puis, il y a aussi des difficultés de concentration, de mémorisation avec certains traitements. Après, il peut y avoir aussi des problèmes sur les globules blancs, les globules rouges. Bon, voilà, je ne rentre pas dans tous les détails, mais effectivement, ces médicaments sont parmi ceux qui ont le plus d'effets secondaires. Parce que parfois, on se trompe, on croit qu'on va grossir seulement avec la cortisone, par exemple. Ah non, oula, il y a beaucoup d'autres choses. C'est loin d'être le pire. Hein. Il y a bien pire, et notamment certains antiépileptiques et certains neuroleptiques qui d'ailleurs peuvent provoquer des épilepsies, puisqu'eux abaissent le seuil. Et donc ça, c'est important de l'avoir en tête aussi dans le cadre d'une approche personnalisée. Au niveau des traitements du patient, certains vont abaisser le seuil de résistance à l'épilepsie, ce seuil épileptogène. Et donc, certains traitements vont aggraver des épilepsies. Il faut bien l'avoir en tête. Docteur Dufournet, merci de votre visite. Comme Merci. toujours, on a appris plein de choses. Vous revenez quand vous voulez. Merci à vous, à bientôt. À la prochaine.